chapitre 4, non 3, 3 c'est ça. Contrairement à ce que racontent les questions de cours, chapitre 3. Voilà. Théorème du moment cinétique appliqué à un solide en rotation autour d'un axe fixe. Voilà donc ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, un peu la semaine prochaine. On va y aller doucement, quoi. Voilà. D'accord? Donc on va faire quelques rappels et définitions, d'accord? Et en particulier solide et centre de masse. Donc si vous vous souvenez bien, on en avait déjà parlé, d'accord, du barycentre. On avait parlé du barycentre ou on a fait un peu le centre de masse également? C'est la même chose, mais avec les masses, d'accord, ok. Donc là, je vais faire des choses un peu plus formelles. Vous avez vu les intégrales triples avec Monsieur Claire? Non, il ne fait plus ça. Ok, il a décidé d'arrêter de vous trauma, c'est bien. Voilà. Super. Donc, moi, je vais le faire, donc. Voilà. Parce que un petit trauma du vendredi matin, c'est toujours efficace. Voilà. Donc, l'idée est la chose suivante. Donc, il va y avoir pas mal de rappels dans cette histoire, mais c'est important. Donc, l'idée est la chose suivante. On définit un solide indéformable. Donc, vous vous souvenez, donc un système est dit indéformable. Donc, le système, je vais l'appeler S. Est dit indéformable si et seulement si quoi? Oui. Effectivement, si pour deux points P1 et P2 de S quelconque, la distance entre les deux est constante. D'accord? Donc si quel que soit P1, P2 appartenant à S, la norme de P1, P2 est égale à une constante. Voilà, c'est ça qu'on appelle indéformable. Donc il y a un petit problème de vocabulaire. En SI, vous avez des solides déformables. En physique en général, en mécanique en particulier, quand on parle d'un solide, en fait c'est un système indéformable. D'accord? Donc c'est un petit problème un petit glissement de vocabulaire. Donc en général, donc en physique, en mécanique plus exactement, on considère les solides comme indéformables. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir un objet, un truc qui est extrêmement important en mécanique, en fait, qu'on appelle le centre de masse. D'accord? Donc, le centre de masse, il y a plein de façons de le définir. La définition la plus ancienne, c'est le centre de masse, c'est le point d'application du poids. Voilà, d'accord? Ça, c'est pas extrêmement compliqué. Alors, l'idée est la chose suivante. Alors, je pourrais peut-être le définir comme ça. Ah, je vais faire ça, tiens, c'est rigolo, on va changer un peu. Tiens. Voilà. Donc, on définit le centre de masse. Vous vous souvenez comment il s'appelle en général? G, effectivement, d'un solide par le point d'application du poids. Voilà. Alors, cette définition-là, elle est un peu problématique parce que ça ne vous raconte pas du tout où se trouve le point d'application du poids. Vous savez juste qu'il y en a un, selon toute probabilité, mais on ne sait pas trop comment ça marche. D'accord? Alors en fait, on va essayer de faire un truc assez rigolo et on va regarder comment ça se passe. Soit un point O fixe, d'accord? Donc voilà. Et donc attention, là, ce que je suis en train de faire très discrètement, d'accord? Je suis en train de profiter de ce cours pour vous parler des différentiels d'ordre n. D'accord? Autrement dit, des produits de différentiels. Ok? C'est maintenant. Ouais.
C'est pareil. Point d'application sans poids, sauf qu'un liquide c'est déformable. Et que donc la position de G va changer essentiellement en fonction des déformations du truc. Mais c'est vrai pour un gaz, c'est vrai pour n'importe quoi. Le centre de masse G, c'est le point d'application du poids. Pourquoi il subirait pas le poids? Vu qu'il est constitué de particules massives. Sans problème. C'est juste léger, mais enfin, il est juste peu dense, plus exactement. Mais je te rappelle que si aujourd'hui tu es soumis à une pression atmosphérique, c'est parce que c'est le poids de la colonne. Et un solide que je vais appeler S. Donc mon solide, voilà, voilà c'est un solide, il a cette tronche-là, d'accord, tranquillement. Et j'ai mon point O qui est un point quelconque, en dehors. Enfin, en dehors, il fait dedans, enfin voilà, c'est un point quelconque, qui est dans cette histoire. Et je vais ici découper un petit cube dans cette histoire qui est un volume élémentaire. D'accord, voilà. Donc en fait, ça, je vais l'appeler dV, comme si c'était un volume élémentaire. Mais en fait, vous voyez que c'est un cube dont les trois dimensions sont infiniment petites. Donc c'est un produit de trois infiniment petits. Et donc globalement, on va le noter D3V. D'accord? Voilà. Oui. Parce que c'est un produit de 3. Et D, non, c'est pas D. D, c'est pas une petite distance. D, c'est un infiniment. Et retenez ce qu'on a fait dans tout le premier semestre quand même. Dx, dy, dz, ça vous parle? Voilà. Alors, je vais vous donner les trucs, d'accord? D3V, c'est un volume élémentaire. Alors, pour mémoire, le volume élémentaire, dans tous les systèmes de coordonnées, c'est le produit des composantes du déplacement élémentaire. Autrement dit, en cartésien, ce sera dx, dy, dz. En polaire, ce sera dr fois r dθ fois dz. D'accord? Je t'écoute Simon en même temps. C'est un truc pour parler du fait qu'il y a trois intégrations à faire pour arriver à un truc qui n'est pas infiniment petit. Voilà. Dans tous les systèmes de coordonnées, D3V est le produit des composantes de dl en valeur absolue, tout simplement parce que, a priori, ces composantes peuvent être positives ou négatives. Par contre, un volume, en l'occurrence, c'est positif. D'accord? Alors, je vais vous les donner, les trois. Comme ça, ça vous fera des petits rappels. Donc, D3V, pardon. En cartésien, ça va donc être quoi? Dx fois dy fois dz. On est d'accord? En valeur absolue, effectivement. Donc en général, on met la valeur absolue sur l'ensemble, ce qui revient au même que de faire le produit des valeurs absolues dans cette histoire. Il y a celui-là. En polaire, ça va donner R, en cylindrique, pardon, ça va donner R dr dθ dφ. D'accord? Puisque vous avez R dθ qui se balade au milieu. Vous vous souvenez? C'est bon. Et en sphérique, ça va vous donner R sin θ dr dθ dφ. Qui est aussi le produit des composantes du déplacement élémentaire qu'on a vu au premier semestre. Je tiens à attirer votre attention sur un truc particulier, en particulier sur le dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier semestre, on a dit que pour décrire... Je t'écoute, Samy. Le troisième, c'est pas ancien. Pardon, le deuxième, je pense. Pardon, j'ai oublié le cas. Non, c'est une question de notation, ça, pour le coup. C'est pas DZ pour le deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, oui, c'est DZ, pardon. Là, c'est bon, excuse-moi. Voilà. Je me concentre sur la suite et je fais des bêtises. N'oubliez pas le R carré ici, d'accord? Puisque vous avez R sin θ, pour que c'est homogène, globalement. Ce qui est important dans cette histoire, vous vous souvenez au premier semestre, je vous avais dit, pour décrire l'intégralité d'une sphère, on va faire varier phi de 0 à 2pi et θ de 0 à pi. Et je vous avais dit, en fait, on pourrait également faire le contraire, c'est-à-dire décider de faire varier θ de 0 à 2pi et phi de 0 à pi. Ça revient au même. En fait, le choix qu'on fait, c'est à cause de ça. Parce que si jamais vous faites le choix que j'ai fait là, sinus θ reste toujours positif et donc on n'est pas emmerdé avec la valeur absolue. D'accord? Alors que sinon, sinus θ, a priori, change de signe sur l'ensemble d'intégration. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. D'accord? Sur le D3V ici, voilà l'idée. Alors ce D3V se manipule comme un volume normal. Autrement dit, alors le 3, petite remarque, je le dessine ici sur le premier, le 3 qui est là,
il est lié au fait que c'est le produit de trois trucs infiniment petits. D'accord? C'est pas une notation obligatoire, mais c'est une notation que moi j'aime bien pour vous souvenir de combien de trucs petits vous avez multiplié, donc de combien d'intégrales vous allez devoir faire pour vous ramener à un truc qui n'est pas infiniment petit dans cette histoire, qui n'est pas une limite. D'accord? Ce truc-là donc se manipule comme un volume, et donc en particulier, si je prends un point P du solide quelconque, d'accord? Et bien en fait, je peux définir un volume qui est autour de lui, et je peux définir la masse de ce truc-là. La masse de ce truc-là sera un infiniment petit d'ordre 3. Ce sera tout simplement la masse volumique multipliée par le volume. On est d'accord là-dessus? On a donc, alors, pour un point P, P appartenant à S, on peut définir le volume élémentaire D3V indice P autour de P. Et là, vous voyez que c'est intéressant parce que ce sera donc le R qui correspond à ce point P, le θ qui correspond à ce point P, d'accord, en fonction de ce que vous faites. Et la masse de ce volume, qui va en fait D3M. Ça vaut quoi la masse de ce, tout simplement? Comment on fait pour avoir la masse quand on connaît le volume? Ouais. C'est la masse volumique, effectivement. Donc c'est la masse volumique au point P multipliée par le volume élémentaire au point P. Et ça, c'est la masse du point P. Donc c'est vraiment en fait, et ça, c'est encore une fois la même chose. Vous avez a priori des solides avec des masses volumiques qui peuvent être extrêmement variables. Par contre, si vous prenez un truc infiniment petit, vous pouvez considérer que cette masse volumique est constante sur le volume que vous considérez. Et donc, grosso modo, vous pouvez appliquer vos formules de niveau 4e sur la masse volumique, le volume, la masse, sans aucune forme de problème. D'accord? Petite remarque, c'est plus des dérivés là, d'accord? En tout cas, en particulier, c'est plus des dérivés d'ordre 3, donc quand vous faites une division, ça ne vous raconte plus la dérivée dans cette histoire. On est au clair là-dessus? Voilà. Juste quand même. Et donc maintenant, je vais pouvoir refaire de la mécanique à nouveau et je vais pouvoir me dire, mais tiens, en fait, c'est quoi le poids du point P? Alors vous voyez, ce glissement de vocabulaire, je vais vous parler du poids du point P, en fait. Alors bien sûr, c'est pas le poids d'un point, mais c'est le poids, en fait, du petit volume qu'il y a autour du point P. On est d'accord? Voilà. Donc en gros, le poids de ce volume vaut... Eh bien en fait, c'est pas vrai. Comment on fait pour calculer le poids de quelque chose? C'est effectivement mg, donc là, c'est plus mg, c'est tout simplement d3m fois g, d'accord? Donc ça sera d3m du point P fois g. Ceci est une force infiniment petite d'ordre 3. D'accord là-dessus? Pour avoir le poids total, d'accord, il va falloir tout simplement que j'additionne tout ça, d'accord, hein, petite remarque, hein. Le poids total vaut, alors, donc, l'intégrale, et donc il y a 3 intégrales, tout simplement parce que vous en avez 3 à faire, d'accord? On parlera après de comment on fait ça techniquement, d'accord? Mais factuellement, il faut juste vous dire que ça, c'est un opérateur qui vous dit qu'il faut intégrer 3 fois pour passer d'un infiniment petit d'ordre 3 à un truc global. Ouais. On m'a dit que uniquement c'était pas 3 dérivés successifs. C'est le produit de 3 dérivés. C'est pas une dérivée triple, c'est un produit de 3 différentiels, plus exactement. C'est un produit de 3 trucs petits. D'ailleurs, cette intégrale, très souvent, va se ramener à un produit de 3 intégrales. Qu'est-ce qui se passe quand on intègre selon x, quand on intègre selon y, quand on intègre selon z. Bon, voilà. Donc ça, c'est tout simplement, alors en fait, on écrit ça comme ça. On intègre sur tout le volume, sur tout le solide. Ouais. Pas encore, on n'y est pas encore là, mais ça va effectivement finir par venir. Mais pour l'instant, c'est pas encore. Ça, c'est juste la résultante. Ça, c'est le moment qui va arriver après. Ne t'inquiète pas, on a déjà croisé ça effectivement une fois. D'accord? Voilà, bonne mémoire. Vous savez qu'on a croisé déjà ça, une intégrale triple une fois, donc on sur les variations, justement. Là, je vais vous le En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous redémontrer la formule que tu es en train de citer là. Donc, vous voyez que ça, c'est d3m fois g. On est d'accord là-dessus? Avec
ça à l'intérieur. Mais le champ gravitationnel, qu'est-ce qu'on peut dire du champ gravitationnel pour cette intégration? On peut le sortir parce qu'effectivement il est constant. D'accord? Et donc en fait ce truc-là c'est tout simplement l'intégrale sur le solide S de D3m, le tout multiplié par G. Et en fait, c'est quoi physiquement quand vous prenez la masse de tous les petits briques élémentaires d'un solide et qu'il faut les ajouter ensemble? C'est une somme, mais c'est quoi physiquement? Ça donne quoi comme résultat? Oui, ça donne la masse totale, on est d'accord? Voilà. Donc ça en fait, c'est la masse totale. Et donc on retrouve que le poids total d'un solide, c'est tout simplement la masse totale multipliée par le champ gravitationnel. Tout bêtement. Ouais. Là, il faut que la masse du solide soit uniforme partout. Non, il n'y a pas besoin. Tu additionnes juste les petites briques et chacune de leur masse, même si les masses ne sont pas les mêmes. A priori, c'est juste que tu prends les masses une par une et tu les ajoutes. En fait, ce qu'on est en train de faire là, d'un point de vue physique, c'est quand même un truc, c'est pas simple. Mes petits D3V, là, c'est des petites briques. Et quand je vais les sommer, elles vont constituer un pavage complet de mon solide. D'accord? Donc, grosso modo, c'est comme si j'avais découpé mon... Comme si j'avais fait un peu de Minecraft, hein, d'accord? Sur mon solide, là, d'accord? Je découpe en petits voxels. Ça s'appelle des voxels, hein, vous connaissez peut-être le mot. Oui, la version 3D d'un pixel, c'est un voxel. Voilà. Donc, grosso modo, ce truc-là, c'est un voxel. Ce truc-là, c'est un voxel, d'accord? Enfin, c'est le volume du voxel, plus exactement. Et vous pavez au sens 3D du terme l'intégralité de votre solide, et vous faites la somme de toutes les masses de ces trucs-là, ça donne la masse totale. Bêtement, d'accord? Oui, oui. Et sur les bords, il n'y a pas de problème. Bah, en fait, il n'y a pas de problème, parce que en fait, c'est infiniment petit, donc tu peux toujours épouser les bords de la même façon que quand tu fais une intégrale avec un dx. Tu sais qu'en fait, dx qui pouvait être rendu aussi petit que tu veux, tu vas passer la limite et il n'y aura pas de problème de bord. Donc c'est pas des gros cubes que tu fais, c'est des cubes infiniment petits, donc il n'y a jamais aucun problème pour aller chercher les petits contours. D'accord? On est OK là-dessus? Vous voyez comment ça marche? Donc vous n'avez pas besoin de savoir manipuler ça, mais juste que conceptuellement, ça revient à peu près à une somme. Donc vous êtes déjà passé conceptuellement d'une somme discrète à une intégrale, simple. Et là maintenant, vous passez conceptuellement d'une intégrale à une intégrale sur, au lieu d'une intégrale unidimensionnelle à une intégrale tridimensionnelle. Samy? D'accord, parce que le D3M, c'est pas la même chose. Si, c'est le même. Si, c'est le 3, il faut juste que je mette le point P ici à chaque fois si vous voulez. Ouais. Si vous voulez noter ça très proprement, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Si vous voulez noter ça hyper proprement, c'est T3MP pour P appartenant au solide. C'est un espèce d'indice de sommation comme des sommes normales. Ouais. Est-ce que du coup, la masse volumique, on peut sortir? Non, elle n'est pas forcément constante. En fonction. Elle peut changer d'un bout à l'autre du solide. Si elle est constante, effectivement, ça donnera la masse volumique multipliée par le volume. Bah, c'est pas obligatoire, c'est constant, uniforme, pardon. La masse volumique d'un solide est forcément uniforme, ta masse volumique n'est pas uniforme. Ok. Tu peux avoir une masse volumique moyenne, ça y a pas de problème. Parce que moi, je suis construit de plusieurs. Bah, ça, simplement. Voilà. Moi aussi, hein, c'est pas. Il n'y a pas que toi, c'est bon. On est d'accord? Mais j'ai absolument pas besoin. Par contre, effectivement, si la masse volumique était uniforme, je pourrais aussi la sortir de l'intégrale et dire que c'est la masse volumique multipliée par le volume cette fois. Ouais. On pourra étudier des solides Oui, non, en général. Bah, oui, enfin, mais c'est pas grave. Calmez-vous. Essayez de comprendre ce qui se passe maintenant plutôt que vous demander comment vous allez être abattu à la fin. D'accord? Voilà. Vous mourrez de toute façon. D'accord? Donc, je finis, hein. Donc c'est la masse totale multipliée par G, qui est un résultat que vous connaissez déjà. Paul, c'est bon? Tu avais une question? Je ne vois pas en fait si on n'est pas uniforme le poids n'est pas uniforme sur tout le solide. Oui, mais c'est pas grave. Comment on le somme? Ah bah ça dépend de comment c'est fait et techniquement tu sais pas. Techniquement j'en sais rien moi, comment on somme ça. Par contre je sais que la somme des masses de tous les petits bouts ça fait la masse totale. Mais ça change changer. Alors mais alors pour l'instant la résultante il n'y a rien, il n'y a pas de point là pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, et d'ailleurs c'est le problème, ce calcul-là ne sert à rien pour trouver le point G. Puisque je vous rappelle que la résultante d'une force ne dépend absolument pas du point d'application. C'est un vecteur. On est clair là-dessus? Donc pour trouver le point d'application du poids, il va falloir que j'utilise un autre concept, hein, qui est quoi? Quelle est la grandeur en mécanique qui dépend du point d'application? Ben non, la force justement non. Oui? Le moment, d'accord? Et donc on va faire ça la même chose. De même, le moment du poids
de D3V vaut quoi? Calculé en haut. Alors, c'est un... Donc, je vais d'abord mettre l'expression, puis on va voir les choses après. Comment je fais pour calculer le moment d'une force? C'est O. Alors, c'est plus M, justement. Faites attention. C'est effectivement OP, puisque là, le poids va s'appliquer effectivement au point P. D'accord? Donc, c'est bien OP, vectoriel, l'expression de la force, c'est-à-dire effectivement ce truc-là. Donc, D3 de M du point P multiplié par G. Voilà l'expression de ma force. Et vous voyez qu'en fait, mon vecteur OP en particulier va se balader au fur et à mesure. Et ça, c'est normal, hein, dans votre solide. Les points n'ont pas le même moment en fonction en particulier de leur distance à O. Ce truc-là, est-ce que c'est un truc, une grandeur infiniment petite? Bah si. Vous multipliez par un truc infiniment petit, par des trucs normaux. C'est un truc infiniment petit, ça. On est d'accord? C'est un truc infiniment petit de quel ordre? 3 aussi, hein, d'accord, il n'y a pas de raison. Donc globalement, ça on va le noter, D3 du moment calculé en haut de MG. On est d'accord? C'est le D3 du moment. Alors je ne vais pas mettre MG en haut, comme ça j'aurai pas trop de choses à écrire. Mais voilà, j'ai noté comme ça. Mais c'est un D3M. Et pour calculer le moment total, comment je vais faire? J'ai effectivement intégré 3 fois, enfin en tout cas j'utilise cette espèce d'opérateur magique qui est la triple intégrale, pour dire globalement, en fait le moment total c'est ça, parce que le moment est une grandeur additive. Et donc vous avez le droit d'additionner le moment de chacune des sous-parties pour avoir le moment total. D'accord? C'est ce qu'on a fait, c'est le théorème qu'on a utilisé ici en disant que la résultante totale c'est la somme des résultantes. Bon bah, on a fait ça, hein. Donc le moment du poids, donc le moment total vaut la chose suivante. Ça vaut en fait le moment calculé en haut, je n'ai pas de... C'est donc l'intégrale triple pour P appartenant au solide de ce truc-là. On est d'accord? 2 et 3. Moment en eau. Et donc ça c'est égal à l'intégrale triple. D'accord? Là-dessus. Hein. Encore une fois, soyez pas stressés par cette intégrale triple. Pour l'instant, dites-vous juste que c'est un espèce d'opérateur magique qui vous permet de passer d'un infiniment petit d'ordre 3 à un truc qui n'est plus un infiniment petit. Ok. Ça c'est cool, voilà, super. Et donc je vais pouvoir recopier cette expression-là. Donc OP, vectoriel, D3M, fois J. D3M, indice P par ailleurs. Alors dans cette expression, qu'est-ce qui dépend de l'intégral? Oui, je t'écoute. C'est quoi l'indice en bas du M C'est toujours P appartenant à S. Ah, c'est un P? Non, c'est un O. à droite C'est un O, c'est le calcul en haut. Allez, les moments, quoi. Celui-là, là, c'est celui-là. D'accord? Celui-là que tu me demandes. Ça me paraît plus bizarre qu'il soit à gauche, à droite et Pardon? Attends, comment ça? Parce que tu veux simplifier par l'indice? Non, je veux pas simplifier. Justement, je comprends pas le calcul. Comment ça, tu comprends pas le calcul? C'est quoi la définition du moment? Pourquoi il y a un point là dans le moment? Parce que c'est un point haut. Bah oui, c'est la fonction du point de calcul. C'est une notation standard d'un moment, quoi. D'accord? Enfin, vous faites ça en récit depuis deux mois quand même, le point de calcul. C'est la même chose que le point des torseurs, je vous rappelle. Ok? Vous avez regardé ce matin, on est d'accord? Sur le sujet, probablement. D'accord? Bon, ça vient. Bon, je reprends. Qu'est-ce qui, dans cette intégrale, est une constante de l'intégrale? On dit qu'est-ce qui ne dépend pas du point, de la position du point P? Ouais. OP ne dépend pas du point P? Beaucoup quand même. Oui, tout simplement. G, on est d'accord? Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette histoire. D'accord? Donc ça, c'est égal en fait à l'intégrale triple pour P appartenant à S de OP fois D3M et le tout vectoriel G. D'accord? Vous factorisez en fait le vectoriel G dans votre somme. D'accord? Ça se passe très bien. Oui. Je veux dire, comment est-ce qu'on sait qu'on a le droit entre l'intégrale et la... Parce que c'est une somme. Parce que c'est linéaire. Parce que c'est la linéarité, c'est la linéarité du produit.
on l'a déjà utilisé quand j'ai fait ça. Oui, mais avec le produit, ça me choque moins. Enfin, Oui, mais en fait, le produit a les mêmes propriétés de linéarité c'est la distributivité en fait. Si tu veux pas rentrer dans la linéarité, hein, tu peux juste dire que le produit est distributif. Là, tu as utilisé la distributivité du produit. Ah, c'est quoi? C'est la gauche, d'accord? Et là, pareil, on utilise la distributivité du produit vectoriel à gauche. Ok. Et donc maintenant, en fait, si on veut dire qu'il y a un point d'application unique de votre poids total, d'accord? Et que ce truc-là, c'est G, d'accord? Or, si on dit que grand G est le point d'application de M total, vous vous souvenez de cette histoire? D'accord? C'est la définition de G, on est d'accord? Je dis que c'est le point d'application du poids. Et bien en fait, ce moment s'écrit aussi et bien en fait, le moment calculé en haut, c'est tout simplement égal à OG, d'accord? Puisque le point d'application c'est G, vectoriel, la masse totale que multiplie G. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est la définition stricte du moment d'une force. Bon, bah à partir de ce moment-là, il suffit simplement d'égaler, j'ai mis un vecteur ici, pardon. Il suffit simplement d'égaler les deux expressions pour vous rendre compte de la chose suivante. On a alors, donc Gabriel, c'est maintenant, voilà. Non. On a maintenant le fait que OG, c'est-à-dire le vecteur qui est là, c'est tout simplement en fait le truc qui est là, divisé par la masse totale. C'est tout simplement donc l'intégrale triple pour P appartenant au solide de OP vectoriel D3M de P, le tout divisé par la masse totale. Voilà comment on trouve le point d'application d'une force. Ouais. Le produit vectoriel a les mêmes propriétés d'inversibilité que le supprimé en fait? Non, c'est pas la même chose. D'inversibilité, c'est-à-dire, je comprends pas le mot inversibilité. En fait, là vous en... Ah non, J'ai inversé que dalle. non, c'est la Non, le produit vectoriel n'a pas d'opération d'inversion. D'accord. Donc, ici, j'ai juste divisé par m. J'ai pas divisé par un machin. Le produit vectoriel, il est resté en haut sans aucune forme de problème. On est d'accord là-dessus? Alors, cette expression, elle est assez importante. Parce que globalement, elle vous raconte un certain nombre de choses. D'accord? En particulier, elle vous raconte que le point G va essentiellement, la position de G, va essentiellement dépendre de à quel point votre solide est étalé. D'accord? Dans la façon dont il est fait, en particulier des parties les plus lourdes. Vous voyez qu'en fait, ce truc-là, c'est bien effectivement le barycentre de l'ensemble des points de votre solide pondérés avec leur masse. Ok? Si bien entendu la masse volumique est uniforme, ce sera tout simplement le barycentre pondéré par le volume et qui lui est toujours le même. Ce que ça vous raconte dans ce truc-là, c'est que par exemple, si un solide est très étalé dans un coin, le barycentre va le suivre. D'accord? Puisque vous allez ajouter des contributions dans cette histoire ici. Si vous avez des points qui sont très lourds, ils vont être, enfin très denses, ils vont être surreprésentés dans cette intégrale-là. Donc votre centre de gravité va avoir tendance à être décalé vers les zones les plus denses. Au contraire, si jamais votre solide a une masse volumique uniforme, alors votre centre de gravité sera au centre géométrique du solide. D'accord? Il y a plein de propriétés, comme l'intégrale est linéaire, si vous avez deux solides distincts, le centre de gravité de l'ensemble, c'est le centre de gravité des deux centres de gravité des choses. C'est des choses qu'on a vues ensemble au premier semestre dans le cours sur les barycentres. Ouais. On ne pas G. Ben non, il n'y a plus G. J'ai juste dit que ça, c'est égal à ça. D3. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il y a un vectoriel? Non, pardon, il n'y a plus de vectoriel. Excusez-moi. D'accord, je dis des bêtises. Je te remercie. Et donc, d'où ta question?
Donc en gros, ici, c'était pas un... Non, je comprends la question maintenant. Donc c'est plus une question d'inversibilité, c'est une question que, en grosso modo, vous avez le même vecteur G, ça doit être vrai quoi qu'il arrive, quel que soit le point O, donc c'est une histoire d'unicité de décomposition dans cette histoire. C'est pas une inversibilité. D'accord, voilà. Pardon, je suis trop dedans. On est clair là-dessus? Vous voyez comment ça tourne cette histoire? Donc encore une fois, angoissez pas trop là-dessus. Jeudi en TP, vous verrez un calcul euh, sur comment ça fonctionne pour que vous manipuliez ça une fois dans votre vie. Moi, je le présente comme un outil. D'accord? Pour l'instant, c'est juste un outil magique qui vous permet de passer d'un infiniment petit ordre 3 à la totale, quoi, globalement. Oui. On doit mettre le passage de à gauche à droite. C'est juste là, c'est une analogie, hein, globalement. D'accord. C'est quoi le passage de... Bah, je dis que ça, c'est égal à ça. Ouais, d'accord. Et comme il n'y a pas le masse total ici, c'est pour ça que je divise par masse total là-bas. D'accord. On est d'accord? Je dis que OG fois masse total, c'est égal à ce qui est entre dans la parenthèse ici. Yep là. On est au clair là-dessus, c'est bon? Vous voyez comment ça tourne? Alors, c'est à des années-lumière de votre programme ce truc-là, d'accord? Mais au moins, ça vous donne une vraie définition de comment ça fonctionne et d'où ça sort ce genre de bêtises. Ok? Donc, il y a donc un certain nombre de conséquences ici, d'accord? Donc, dans les questions de cours, je les fais en discret, mais en fait, vous pouvez directement le faire en continu, comme on l'a fait maintenant. Je trouve ça, en fait, plus intéressant, d'accord? Donc, ceci a plusieurs conséquences que je vais vous rappeler, qu'on a déjà vu ensemble au premier semestre, mais je pense que ça vaut le coup d'en recoller une petite couche. Conséquences. Première conséquence, le centre de gravité d'un solide de masse volumique uniforme est au centre géométrique de ce solide. Donc, je vais le faire autrement. Si S est de masse volumique uniforme, G est au centre géométrique de S. D'accord? Ce qui sera en général votre cas. Donc grosso modo, si vous avez un cylindre par exemple, vous savez que le centre de gravité il est sur son axe de rotation. Si vous avez une sphère, vous savez que le centre de gravité il est au centre de la sphère. Okay, voilà. Deuxième chose extrêmement importante, et ça c'est un truc qu'on va écrire, si G1 et G2 sont les centres de gravité de S1 et S2 de masse M1 et M2, alors OG est égal à M1 OG1 plus M2 OG2, le tout divisé par M1 plus M2. En gros, le centre de gravité total, c'est le centre de gravité de chacun des objets pondérés. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est une relation qu'on a déjà vue. C'est littéralement la première conséquence de la définition d'un barycentre. Alors, ce truc-là provient de la linéarité de ça. D'accord? En gros, vous prenez la masse totale, vous la remettez là. D'accord? Ça sera donc M1 plus M2. Vous cassez votre intégrale en deux en disant que je vais m'intéresser qu'aux points qui appartiennent à S1 et aux points qui appartiennent à S2. D'accord? Et vous voyez qu'en fait, ça vous donnera à chaque fois M1 au G1 et M2 au G2. Donc ça marche sans aucune forme de problème, cette histoire. Donc ce truc-là, c'est important parce que ça vous permet de faire des choses, et en particulier, c'est cette formule-là que j'aime beaucoup pour sentir la physique du problème. On a déjà beaucoup parlé quand on a fait le barycentre au premier semestre. On a fait le barycentre au premier semestre, hein? C'est sûr. Donc vous voyez que par exemple, si G1 est très lourd, d'accord? Enfin, si le système 1 est très lourd, vous voyez que G va être quasiment confondu avec G1. Au contraire, si c'est le système 2 qui est très lourd, G va être quasiment confondu avec le système 2. Dans ces histoires-là, en gros, le centre de gravité est attiré par les zones les plus denses, d'accord, de votre système. Vous pouvez le généraliser avec n'importe quelle suite de points, mais c'est pas très intéressant. Donc G est attiré par les zones les plus denses de S.
dernier point qui est important quand même, je le mets. J'en profite. Si O égale G, que vaut le moment du poids? 0. D'accord? Autrement dit, le poids ne fait jamais tourner quoi que ce soit autour de son centre de gravité. C'est ça que ça vous raconte. Alors, ça vous raconte qu'une roue de vélo, bah, elle reste fixe si vous la faites. Voilà, vous ne tournez pas autour de son axe, toute seule. Pas avec son propre poids en tout cas. Et si jamais vous avez une roue de vélo qui se met à tourner spontanément toute seule, ça signifie que vous allez est déformée. Et puis le centre de gravité, il n'est plus au niveau de l'axe. Oui. Ah non, non, la rotation de la Terre, elle est maintenue parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Alors, CF, le problème, le problème du système Terre-Lune avec le fait que la rotation de la Terre, effectivement, se ralentit au fur et à mesure, justement à cause de divers frottements particuliers aux effets de marée. Juste quand même. On est au clair là-dessus, c'est bon? Voilà. Alors, maintenant, on est parti. On va donc passer au petit 2 avec quelques définitions. Quand même, ça vous manquait. Qui seront également des rappels. Enfin, une partie seront des rappels, mais ça sera important, mais on va commencer à faire ça. Alors, le premier rappel, je vous rappelle quelle est la définition du mouvement de translation d'un solide. Oui. Exactement, ça marche très bien. Alors, je vais la reformuler un tout petit peu différemment, mais ça va être pareil, d'accord? Vous allez voir. Donc, on dit qu'un solide est en translation, qu'un solide S est en translation si et seulement si, effectivement, pour tout T, donc à n'importe quel instant, pour tout P appartenant à S, la vitesse du point P est égale à la vitesse du point G. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la même définition que celle que Samy a donnée? Donc Samy, c'était que soit P1 et P2, ils ont la même vitesse. Moi je dis, bah, en fait, tous les points ont la même vitesse que la vitesse du centre de masse. Ce qui revient au même que dire que tous les points ont la même vitesse. D'accord? Voilà. C'est ça qu'on appelle un mouvement de translation. D'accord? Ce que ça vous raconte, c'est la chose suivante. Je refais encore un rappel. Ce que ça vous raconte, c'est que votre solide, d'accord, il a son point G qui est ici. Ça va être la trajectoire de G. Hop, d'accord, tranquillement. Et qu'en fait, si vous prenez n'importe quel point P appartenant au solide, d'accord, ici, et bien en fait, il va avoir littéralement la même trajectoire. Voilà. Et donc les deux trajectoires, en fait, sont toujours, à chaque fois, en fait, le vecteur GP est toujours séparé par un vecteur constant. En fait, la différence entre OP et OG, c'est une constante. Quand vous dérivez, ça donne effectivement 0, et donc vous avez bien la vitesse de P qui est égale à la vitesse de G. On est d'accord là-dessus? Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'en fait, il y a un truc sur lequel on n'a pas vraiment insisté au premier semestre, mais sur lequel je veux vraiment insister maintenant avant de passer aux rotations. Vous avez en particulier un cas partiel de mouvement qui s'appelle la translation circulaire. D'accord? Qu'est-ce que c'est la translation circulaire? D'accord? Donc, faites un exemple, la translation circulaire. Alors, citez-moi un objet que vous connaissez qui a un mouvement de translation circulaire. Ouais. La Lune n'a pas un mouvement de translation circulaire, un mouvement de rotation. Ouais. Un quoi? Un vérin de translation. Si ton vérin il commence à tourner, enfin à tourner, non mais un vérin c'est comme ça, non? C'est une translation rectiligne. C'est un vérin, voilà, mais ouais. Le quoi? Le poignet, celui-là, là? Une poignée de porte, t'as une trans... Non. Non, pas une translation circulaire. Tous les... Regarde, une poignée de porte... Non, mais c'est intéressant. Une poignée de porte, tu vois que le point ici, le point sur l'axe, il bouge pas. Et que plus les points sont loin de l'axe de rotation, et plus ils ont une vitesse élevée.
points se déplacent pas à la même vitesse. Ça veut dire un objet solide ne peut pas. Si, peut tout à fait avoir, mais enfin, ouais. Une liaison hélicoptère. Une liaison hélicoptère. Alors, une liaison, c'est pas un objet, c'est même pas homogène comme réponse. Une vis. Non, une vis, c'est une translation rectiligne, enfin une translation hélicoïdale, voilà. D'accord. Ouais. Et puis il y a une rotation dans le temps en plus, c'est même pas une rotation dans une ouais. Une porte. Mais comment vous pouvez dire... Non mais, stop, baissez les mains. Baissez les mains parce que vous éteignez votre cerveau avant de lever les mains. Donc vous allez faire le contraire. Dans une porte, dans une vis, dans une poignée, regardez la définition, regardez-la droit dans les yeux quand même. Ça veut dire que tous les points doivent avoir la même vitesse. Vous prenez une porte, vous prenez une vis. Comment vous pouvez penser dans une vis que tous les points ont la même vitesse? Il y a quand même un point à gauche qui va par là, un point à droite qui va par là quand même dans une vis. C'est pas la même vitesse, je veux dire, dans cette histoire. Une porte, c'est pareil. La charnière, elle bouge pas. L'extrémité, elle bouge plus vite. Ouais. Une pédale, pareil. Mais le pied de la... Ah, pardon. Oui, celle-là. Ça, je prends. Une pédale de vélo. Ouais. La partie plate de la pédale. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, la partie en plastique. Celle-là a un mouvement de translation uniforme. Il est comme ça. D'accord? Tous les points ont un mouvement circulaire qui n'a effectivement pas le même centre. C'est obligatoire, on est d'accord? Parce que s'ils ont le même sens, soit c'est un point, soit on peut pas avoir la même vitesse. C'est ça l'idée. Ouais. Une bielle. Une bielle, non. Une bielle, c'est un mouvement... pas, parce que tu as aussi une translation comme ça. C'est pas circulaire en tout cas. Tu vois bien qu'il y a un bout de la bielle qui fait ça et un bout de la bielle qui fait ça quand même. Donc pas les mêmes vitesses. Ça, c'est un convertisseur en rotation-translation, mais c'est pas un mouvement de translation circulaire. Ouais. Un escalator fait ça? Ah, il faut... Non mais Camille, il faut arrêter là. Camille, on sent qu'il ressort, c'est déchargé, hein, parce que quand l'escalator il commence à faire ça... Alors, c'est pas la totalité des marches, effectivement, un mouvement de translation, pas circulaire, certes, mais effectivement, un mouvement qui reste sur elle. Je suis d'accord avec toi, pour le coup. Voilà. Ouais. Une grande roue, qui est en général l'exemple qu'on donne le plus souvent. C'est ce que c'est qu'une grande roue? Une grande roue, c'est le truc où, d'accord, les cabines, en fait, elles sont pas en rotation, sinon, à un moment donné, vous êtes la tête en bas. Donc, les cabines, elles font ça. On est d'accord? Donc, je sais pas quel est l'exemple, mais la pédale de vélo, c'est très bien. Enfin, la partie pédale du vélo, ça marche très bien. Donc, dans une grande roue, il y a un truc intéressant, c'est la même chose que dans une pédale. Le support est en rotation, mais les trucs qui sont accrochés là sont en translation circulaire. Ouais, d'accord? Ouais. Est-ce que du coup, pour un vilebrequin, ça fonctionne? Un vilebrequin. C'est des trucs qui fait comme ça et qui tourne et qui entraîne les pistons. Non, le vilebrequin il tourne sur lui-même. Donc, non, Ouais, mais le piston, lui, il fait comme ça. le piston fait des allers-retours comme ça, mais c'est plutôt une translation tout court, le piston. Ah, Et le vilebrequin, voilà, ça, c'est pareil, il tourne sur lui-même. L'axe est fixe. Et les extrémités tournent comme ça. Donc non, il y a une orientation. Oui. Du coup, le vilebrequin, c'est un peu la fonction opposée d'une bielle, ça transforme une translation en une rotation. Exactement. Bah, en fait, c'est la même chose, c'est juste qu'un vilebrequin, c'est plein de bielles en même temps. Quoi. C'est pas le même mot, mais c'est la même chose. Voilà. Oui. La boule au bout d'un palier, non, elle tourne, tu vois. Donc, je prends quoi, la pédale ou la grande roue? La grande roue, c'est mieux? Alors, attention, ceci là, le truc blanc là, ça c'est en rotation. Mais chacune des cabines, d'accord, est en translation. D'accord? En particulier, ça se voit parce que l'orientation de ça, c'est toujours la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, la trajectoire de ce point-là, ce sera un cercle, et qui sera en fait décalé vers le bas par rapport au cercle blanc. On est d'accord? Donc grosso modo, en fait, la trajectoire de ce truc-là, ce sera ça. D'accord? Et donc ces solides-là sont en translation circulaire. Bon,
dégueulasse, mais ça, vous avez l'habitude. D'accord? Voilà, vous préférez. Et effectivement, j'ai la partie en plastique d'une pédale en vélo, si vous voyez de quoi je parle, la partie est aussi en translation circulaire. Chacun des points du solide a un mouvement de rotation, un mouvement circulaire. C'est jamais le même cercle, ils ne sont pas sur le même centre, d'accord? Mais ils sont tous à la même vitesse. Donc pourquoi j'insiste sur cet exemple? Parce qu'on ne va pas faire ça, d'accord? Ce film ne raconte pas leur histoire. On va parler des mouvements de rotation, qui justement ne sont pas la même chose. On est d'accord là-dessus? Voilà. Oui. Alors, la tige qui tient les cabines est aussi en translation circulaire. Elle bouge pas. Enfin, elle bouge pas. Son orientation par rapport à... En fait, une des façons de voir un mouvement de translation circulaire, ou un mouvement de translation de manière très générale, c'est que par rapport à un référentiel fixe, l'orientation de ton objet ne change pas. C'est ça un mouvement de translation. C'est-à-dire que tu le vois toujours dans la même configuration. Il ne pense pas. Donc, si vous voulez avoir un mouvement de translation uniforme, ça signifie que cette liaison-là, obligatoirement, c'est au minimum une pivot. Dans ce sens-là. C'est obligatoire. Si c'est fixé, c'est le principe, quand tu mets un grand vide, c'est pas une liaison de pivot, justement. C'est une liaison glissière, et la liaison glissière, tu suis le... C'est bon, ça vous parle, liaison glissière, liaison pivot, tout ça? D'accord, une liaison glissière, tu suis le support. Donc là, pour le coup, tu seras en rotation. D'accord? Donc, le truc à retenir, c'est que ceci est différent d'un mouvement de rotation. Alors, un mouvement de rotation, c'est quoi? Un mouvement de rotation autour d'un... autour d'un axe, d'accord? On va le faire comme ça. Donc on dit que S est en rotation autour d'un axe si et seulement si tous les points de S ont un mouvement circulaire autour d'un point appartenant à cet axe-là. Vous constatez que ici, tous les points ont un mouvement circulaire, mais c'est pas le même cercle, d'accord? C'est pas le même point centralement. Okay. Donc, S est au contraire, est dit en rotation si et autour d'un axe delta, si et seulement si, pour tout P appartenant à S, eh bien en fait, P a un mouvement circulaire autour de delta. Ça vous raconte que globalement, vous avez donc votre axe delta par exemple qui est comme ça. Et si vous prenez un point P qui est ici, même un point, on va faire un point P1 par exemple, voilà, ça. Et bien en fait, P1 a un mouvement circulaire autour de delta. Alors, c'est n'importe quoi comme étude, je ne sais pas dessiner, mais ça c'est une autre conversation. D'accord? Et que si vous prenez un autre point P2 par exemple ici, et bien en fait il va avoir aussi un mouvement circulaire, d'accord, autour de delta comme ça. Voilà ce qu'on appelle un mouvement de rotation. On est d'accord? Oui. En fait, disons que le solide constitué du truc blanc, lui, effectivement, est en rotation. Sans problème. On est au clair là-dessus? Oui. Là, vous avez dessiné, c'est le point de pivot ou c'est le centre de... Non, c'est l'axe delta. C'est un axe, delta, orienté vers vous. Ah la vache, Kameka, quoi. Je sais pas, quoi. Enfin, c'est pas le même que là-bas, on est d'accord. Ça, c'est un mouvement de rotation. Okay. L'axe delta vers vous, notation standard. Donc, vous constatez également que si vous voulez que votre solide soit indéformable, ce qui est le contexte, et bien P1 et P2 ne peuvent pas bouger à la même vitesse.
et que d'ailleurs, si vous voulez qu'ils soient indéformables, tous les points situés à la même distance de delta doivent, eux, par contre, bouger à la même vitesse en norme. Mais par contre, ils ne peuvent pas avoir la même vitesse non plus en vecteur. En particulier, vous voyez que le point qui est ici et le point qui est ici ont des vitesses qui sont, à un moment donné, opposées, littéralement. Ouais. Monsieur, je peux aller voir la solution parce que Bien j'ai sûr. un rendez-vous. On est d'accord là-dessus? Que donc, dans un cas de rotation plus solide indéformable, il est littéralement impossible que vous ayez deux points du solide qui aient la même vitesse. Ouais. C'est la même chose sans fil. Alors ça, c'est ce qu'on va voir effectivement assez rapidement, pour le coup. D'accord. On est au clair là-dessus, c'est bon? Voilà. Alors effectivement, on va mettre on prend la vitesse angulaire, donc pour chaque point P, si on appelle R indice P la distance de P à delta, alors en fait, V indice P, donc vous avez un mouvement de rotation, ça se décrit en quel système de coordonnées à votre avis cette histoire-là? C'est effectivement V indice P, c'est égal à R indice P, θ point indice P, E θ indice P. On est d'accord? Si je mets des indices partout, ok, hein, pour chaque point P, grosso modo, on va pouvoir avoir un R, un θ point, etc. etc. Bon, grosso modo, hein, ça veut dire que j'ai mon point P ici, d'accord, et il se déplace comme ça à une vitesse V, avec θ indice P qui est là, tranquillement, et ça c'est PP, etc., etc. Et ça c'est, ça c'est R indice P. Voilà, je décris ça en polaire tranquillement. On est au clair là-dessus? C'est bon? C'est la définition stricte de la vitesse d'un point. Alors, en fait, il est relativement facile de se convaincre que si votre système, si votre solide est indéformable, alors pour tous les points qui vont avoir le même RP, c'est-à-dire tous les points qui sont sur le même cercle, ils vont devoir avoir le même θ point. On est d'accord avec ça? Sinon, en fait, ils vont se rattraper les uns les autres. Et vous pouvez aussi également vous convaincre que si, au contraire, tous les solides sont alignés sur le même axe, ils vont aussi avoir le même oméga, parce qu'ils doivent tous faire un tour, grosso modo, dans le même temps. Et en fait, cet argument-là, vous voyez que je peux l'utiliser pour n'importe quel couple de points du solide. En fait, si vous voulez que votre solide soit indéformable et que tous les points aient un mouvement circulaire, eh bien en fait, il faut que globalement, ils fassent un tour en le même temps. Il faut quand même tous qu'à un moment donné, au bout d'un tour complet, d'accord? Vous voyez que quand vous avez une roue de vélo qui tourne, vous dites qu'elle fait un tour. Vous ne dites pas, il y a ce point-là qui a fait un tour, celui-là en a fait 3/4, etc., etc. Ok? Donc, ça vous raconte quelque chose, c'est qu'en fait, dans un mouvement de rotation d'un solide, le θ point, c'est le même pour tout le monde. D'accord? Et ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle la vitesse de rotation. Donc ça, c'est une propriété extrêmement importante. Dans un mouvement de rotation, d'un solide autour d'un axe fixe, delta, eh bien en fait, tous les points ont le même θ point, et ce truc-là est noté oméga et appelé vitesse instantanée de rotation. Donc l'instantané est en parenthèse, en général on l'oublie quand on parle. Vitesse instantanée de rotation ou vitesse angulaire. Oui. Ils n'ont pas forcément le même θ, parce que le θ ça dépend de l'origine du point. Par contre, pour deux points P1 et P2, la différence entre leur θ est une constante. Si tu veux, quand tu dérives, les θ points sont les mêmes. En gros, ce que vous êtes en train de retrouver, c'est une grosse analogie avec la translation, sauf que là, au lieu d'avoir une translation, une différence entre les vecteurs position, vous avez une différence constante entre les angles repérés par rapport à votre axe de rotation. Ou
vitesse angulaire. Voilà. Donc, si vous voulez l'écrire de façon très brutale, quel que soit P, θ point de P est égal à oméga. Alors ici, vous avez déjà vu le vecteur instantané rotation ou pas encore? 30 oméga, c'est ça. D'accord? C'est presque le même, on y est dans pas longtemps. Alors nous, on va être dans un cas très simple, c'est que notre axe delta ne va pas changer. D'accord? En fait, si vous faites des rotations autour d'un point, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque instant, vous pouvez trouver un axe de rotation qui va porter oméga et qui va faire ça. On est au clair là-dessus? Alors, vous voyez que l'expression de V, elle est ultra pénible. Elle dépend de la distance à l'axe du point P. Bon, ça à la limite, pourquoi pas. Mais surtout, en fait, elle dépend du vecteur Eθ au point P. Et ça, c'est très très chiant comme expression parce que finalement, c'est-à-dire qu'à chaque point, on va devoir... Bien sûr, on a résolu le problème de θ point, mais par contre, Eθ, c'est pas le même. Vous êtes d'accord que Eθ, c'est pas le même pour chacun des points? Encore, le θ de celui-là, c'est pas le même que le θ de celui-là. C'est le problème des bases mobiles, de manière très générale. Donc, l'expression de la vitesse est ultra pénible. Je vous rappelle que si l'expression de la vitesse est ultra pénible, ça signifie que l'expression de l'accélération va être ultra pénible. Ça signifie qu'en fait, vous avez une accélération par point. Donc, vous ne pourrez pas parler d'accélération du solide, ou en tout cas, vous allez faire une somme des accélérations, mais ça va être dégueulasse. On sent bien on sent le truc venir, là. Que l'accélération, ça va être un truc horrible dans cette histoire. D'accord ? Et donc, en fait, notre super théorème qu'on adore depuis le premier semestre, qui est le théorème de la quantité du mouvement, va s'avérer peu utile. D'accord? D'où le fait que, et là je reviens à une question que Liam m'a posée mardi, si je ne me trompe pas, pour l'instant, le théorème du mouvement cinétique, c'est juste une redécoration cosmétique du théorème de la quantité de mouvement pour vous. C'est-à-dire, globalement, on a fait 2-3 trucs avec, mais on n'a pas vu de grande révolution. Là, dans un solide en rotation, en fait, le théorème de la quantité de mouvement est littéralement inutilisable. D'accord? Si, pour trouver le mouvement de G, mais sauf qu'en fait, il y a plein de forces dans tous les sens, les résultantes sont dégueulasses, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est un énorme problème, et c'est pour ça qu'on va essayer de se ramener à un point de vue, qu'est-ce qui se passe autour de delta. Alors, j'utilise delta depuis le début, mais vous voyez que je suis en train de glisser très très doucement vers mes notations habituelles. En fait, là, je suis en système de coordonnées polaires. Il y a un pas que je vais franchir, c'est passer en coordonnées cylindriques, et grosso modo, dire que delta, c'est EZ. D'accord? Pas me poser de questions. Alors, on décrit alors le mouvement en cylindrique avec E delta qui est égal à EZ. Voilà, sans problème majeur. On a alors, pour un point P, d'accord, je vous remets la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse du point P, c'est égal à sa distance à l'axe, oméga, hein, cette fois là je vais voir quelque chose de sympa, mais toujours Eθ du point P, qui n'a pas fini de m'emmerder. Mais vous voyez que tous les points les points n'ont pas le même θ, ils n'ont donc pas le même ER non plus, par contre tous les points ont le même EZ, puisque je vous rappelle que dans les coordonnées cylindriques, il y a un des trois vecteurs qui est un vecteur non mobile, c'est EZ. Et donc là je vais faire un truc absolument, je vais faire pas une tricherie notation, mais vous allez voir, on va changer l'expression un peu. Or, que vaut Eθ du point P en fonction des deux autres vecteurs. Eθ de manière générale, c'est EZ vectoriel ER. D'accord? Donc là, c'est EZ du point P ou pas du point P? Pas du point P, puisque c'est le même EZ pour tout le monde. Vectoriel ER du point P ou pas du point P? Du point P. Là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, hein, d'accord? Puisque chaque point P du solide a un vecteur ER particulier. D'accord? Donc, la vitesse du point P, ça va être égal en fait à RP oméga EZ vectoriel ER indice P. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette expression-là deux trucs qui ont envie de se faire bisous là, pour donner un vecteur beaucoup plus physique que ces trucs-là? Ouais. Effectivement, RP et RP, ça vous donne quoi en fait?
Alors pas tout à fait OP, mais ça donnerait en fait HP, où H est le projeteur orthogonal de P sur l'axe. On est d'accord? Vous allez voir, on va s'en satisfaire, mais bon voilà. Donc ça c'est oméga EZ, vectoriel en fait, H indice P fois P, avec H indice P, le projeteur orthogonal de P sur delta. On est au clair là-dessus? C'est bon? HP projeté de P sur, même directement sur EZ. Alors ce HP me fait chier, mais en fait, je peux faire vachement mieux en fait. Je veux dire, si je prends un point O qui appartient à l'axe Z, d'accord, O l'origine de mon repère, est-ce que je peux remplacer HP par O? Sinon on a déjà fait ce genre de raisonnement. Non, mais en norme, c'est pas comme ça. Oui, Mais HP, c'est sur EZ. oui, sur delta c'est pareil. Égal OP. C'était pas sur le plan de. C'était pas sur le plan. Ah, vous voulez que je l'avais appelé comment? MP? Non, mais on s'en fout, c'est pas le même. C'est pareil, c'est une changement de notation. Calmez-vous, de toute façon, on l'utilisera plus dans 30 secondes. Donc, si je remplace H par O ici, vous voyez qu'en fait, ça revient au même, parce que OHP, vectoriel EZ, ça vaut 0. Puisque, effectivement, ces deux vecteurs sont collinaires. D'accord? Donc, si je vous fais un dessin, hein, d'accord, vous avez ça, vous avez le point O ici, vous avez votre point P là, votre point HP ici. D'accord? C'est ça dont on parle. Mais vous voyez que si je fais EZ vectoriel HP ou EZ vectoriel EP, bah, ça revient en fait littéralement au même. Ouais. Il est pas sur le plan de haut, c'est un solide. Quel solide? Il n'y a rien, c'est juste du repère. C'est un solide. Pourquoi un solide serait plan? Oui, c'est une vue en coupe. C'est une vue en coupe, hein, là. C'est pas un solide plan, c'est un vrai solide, hein, c'est un vrai objet. D'accord? C'est bon là-dessus? Oui? Vous comprenez ce que je fais là? Je suis en train en fait de virer le HP discrètement dans cette histoire. D'accord? Donc on y va. Donc si O appartient à EZ, enfin ou appartient à delta, d'accord, on peut écrire que en fait la vitesse du point P c'est tout simplement égal en fait à oméga EZ vectoriel OP. Voilà l'idée. Et il me reste un bout à faire qui est une définition qui est en fait tout simplement ce truc-là. Vous voyez que oméga EZ, c'est la valeur de θ point, qui peut être positive ou négative par ailleurs, je vous rappelle, hein, multiplié par EZ. Et donc ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle le vecteur instantané de rotation. Ça s'appelle le vecteur rotation de manière générale. C'est en fait un vecteur qui est porté par l'axe Z et dont la composante selon EZ vous traduit la rotation. C'est le même qu'en ici. On désigne alors par oméga égale oméga EZ, le vecteur instantané de rotation. Et on a la vitesse de n'importe quel point P dans le solide est égale tout simplement à grand oméga vectoriel OP. Ce qui doit vous rappeler quelque chose puisque c'est la composante numéro 2 du torseur cinématique. Non, vous n'avez pas ça. Enfin, c'est la relation plus exactement entre la composante numéro 1 et la composante numéro 2. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais factuellement, c'est a priori pas vraiment ça qu'on va faire ça. Okay. Alors, je fais une petite remarque avant de continuer, qui est plutôt une remarque en faisant attention.
grand oméga, c'est égal à la valeur absolue de oméga. D'accord? Oméga n'est a priori pas de signe constant. D'accord? Si vous avez un truc qui oscille, par exemple, oméga va changer de signe. D'accord? C'est pour ça qu'on n'utilise pas la même notation pour le vecteur que pour ce truc-là. D'accord? Oméga ça, et petite remarque, petit oméga, c'est tout simplement grand oméga scalaire EZ. D'accord? Qui sont les deux relations qui viennent évidemment de la définition, mais en termes de manipulation, c'est ça dans cette histoire. On est clair que c'est... Enfin, faire ça, c'est exactement faire ça, mais méfiez-vous, hein, parce que oméga peut a priori changer de signe. Donc, méfiez-vous aussi, c'est pas forcément la période, c'est pas forcément la pulsation du mouvement. Pour que ce soit la pulsation, il faut que le mouvement soit également uniforme. D'accord? Pour l'instant, c'est juste de la rotation, mais ça peut être une rotation comme ça, par exemple. Voilà. Où là, la pulsation ne serait même pas le θ point, ce serait le temps que vous mettez à aller d'un point à l'autre. Donc, méfiez-vous comme la peste des notations ici. Oméga n'a pas de raison d'être la pulsation. Voilà. On est d'accord là-dessus? Oui. Oméga 0 en général, où on se débrouille un peu, où on arrête d'utiliser oméga et on met θ point et c'est pénible. Voilà, vraiment. Pour le coup. Là, voilà. Bon, néanmoins, là, on a fait un changement d'écriture pour avoir des choses plus simples et se débarrasser en fait des vecteurs de base du système de coordonnées, mais quand même, on sent que ça n'a pas résolu les problèmes du fait que la vitesse du point P n'est pas la vitesse globale de votre solide, ça veut strictement rien dire, d'accord? Donc vous voyez que pour un mouvement de translation, Vp c'est égal à V1 dixier, il n'y a pas de problème, et pour un mouvement de rotation, par contre, ça va dépendre essentiellement de oméga. Donc ça, c'est chiant. Et donc, on va essayer de trouver le moment cinétique, de voir si le théorème de la quantité de mouvement s'annonce être pénible. Parce que, je vous rappelle, hein, si je vais écrire pour un solide la quantité de mouvement du solide, il va falloir que je fasse la somme de tous les MVP, d'accord? Et comme les VP sont différents d'un point à l'autre, ça risque d'être très chiant. Contrairement à un mouvement de translation, où c'est la masse totale fois la vitesse globale de tous vos points. C'est sympa la translation pour un solide. D'accord? Si vous faites la somme de toutes les vitesses de tous les points, comme tous les points à la même vitesse, c'est simplement la masse totale fois la vitesse. C'est cool, on est content. C'est ce qu'on a fait dans tout le premier semestre. Mais là, comme mes points ont a priori, aucun de mes points n'a la même vitesse, en vecteur, s'entend, additionner ça, ça va me donner un truc relativement cauchemardesque. D'accord? Encore mieux, si jamais vous faites une rotation autour de votre centre de gravité, et en fait, votre centre de gravité, il ne bouge pas. Donc le théorème de la quantité de mouvement qui vous raconte que ça vous raconte juste que la somme des forces vaut 0. Et puis c'est tout. Alors que votre truc bouge quand même. On est d'accord? Donc ça fait partie des trucs un peu pénibles quand vous avez un solide. En fait, on se rend compte que le théorème de la quantité de mouvement ne suffit pas à décrire l'intégralité du mouvement du solide. Donc il va falloir faire un truc un peu plus élevé. Et on est parti. Petit 3 si je ne me trompe pas. TMC pour un solide. C'est ça, ouais. Alors, on sait que, pour l'instant, on a défini, pareil, le moment cinétique uniquement pour un point. On est d'accord là-dessus? Ou par rapport à un axe, d'accord? Donc on est parti, je vais refaire exactement la même chose qu'au début. Soit P appartenant à S, d'accord, en rotation. Autour de delta, d'accord, qui est la même chose que Z. D'accord? Donc pareil, je refais mon dessin. Hein. Alors pour reprendre la réflexion de Camille tout à l'heure, ça c'est un dessin en coupe. Hein. Ça veut pas dire que mon solide est plan. C'est juste que déjà que je suis pas bon en dessin, si je dois faire des dessins en 3D, en plus on est mal parti. Okay. Donc delta est orienté par là, sans aucune forme de problème. Et en fait, comme d'habitude, je vais faire un mélange des genres entre un angle θ. Vous voyez que je suis devenu de plus en plus sloppy sur la définition de l'origine de θ, j'en ai littéralement plus rien à foutre, hein, d'accord? Voilà, je fais juste un angle comme ça. Bon, il y a une définition quelque part, c'est pas grave, d'accord? Puisque de toute façon, ça sert pas à grand chose dans cette histoire, ok? Et vous avez votre point P qui est décrit ici, comme ça, avec ses coordonnées habituelles et sa vitesse qui est donc comme ça. A priori, donc, orthoradial, puisque c'est un mouvement circulaire. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bon, et bien ce que je sais moi, c'est que donc le moment cinétique
de D3V indice P, d'accord? Donc là, je reprends la même notation que tout à l'heure. Vous vous souvenez ce que j'ai fait au début avec les barycentres? Et bien, je vais faire littéralement la même chose ici. Je prends un petit volume élémentaire autour de mon point P. Je vais directement sauter sur sa masse, de masse D3M indice P, calculé en haut, appartenant à delta, vaut quoi? Donc les moments cinétiques, vous vous souvenez? Les moments cinétiques d'un point matériel, s'entend. Là, on est dans un point matériel, on est d'accord? Alors, je vais d'abord mettre l'expression et après on rediscutera. C'est un moment cinétique d'un point. Pascal. Donc, OP, effectivement, vectoriel, la quantité de mouvement de P. Alors là, c'est quoi? D3NP. Pourquoi G? Le mouvement, c'est quand même G. Hein. V, d'accord? V du point P. On est d'accord là-dessus? Tout va bien dans cette histoire? D'accord? Je vais mettre mon petit produit scalaire ici. Et ça, c'est un moment cinétique élémentaire. D'accord? Donc D3L, du calculé en haut, du point P avec un vecteur. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Vous vous souvenez de ça? Et en fait, là c'est autour d'un point O, mais en fait, est-ce que je vais m'embêter à faire un moment cinétique autour d'un point O, vu que, en fait, manifestement, notre problème a l'air d'avoir particularisé un axe très très nettement. Donc en gros, je peux faire exactement la même chose autour de... surtout autour de l'axe Z, en fait. Si vous vous souvenez, en fait, le moment cinétique autour de Z, autour de delta, c'est tout simplement ce truc-là, scalaire EZ. C'est le produit mixte entre les deux, d'accord? Et autour de Z, d'accord? Et bien en fait, c'est tout simplement D3 L indice Z de P. Ça va tout simplement être égal à OP vectoriel D3M V indice P, le tout scalaire EZ, ce qui est le produit mixte entre tous ces trucs-là. D'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. Ok. Alors, la première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais utiliser les propriétés du produit mixte. D'accord? Donc, grosso modo, vous vous souvenez des propriétés du produit mixte? Effectivement, il est étanche aux permutations circulaires. D'accord? Donc, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une permutation circulaire en mettant EZ ici, en mettant, oui, c'est ça, EZ ici, OP ici, et je vais sortir le VP de l'autre côté. Donc, je vais avoir tout simplement EZ vectoriel OP. D'accord? Scalaire D3M VP. Jusque-là, tout va bien? Voilà. Alors, en fait, ici, je vais faire la même opération que celle que j'ai fait tout à l'heure, mais à l'envers. C'est-à-dire que comme O appartient à l'axe EZ, en fait, la partie OHP ne contribue pas à ce produit vectoriel. D'accord? Donc, grosso modo, je vais dire que ça, c'est EZ vectoriel HPP, le tout scalaire VP, et je vais mettre le D3M au bout. Ça, c'est pas très grave, c'est juste une histoire d'écriture. On va voir les dés. Et maintenant, ce que je vais faire dans cette histoire, c'est que je vais... Alors, petite remarque, je fais une petite pause pour vous expliquer où est-ce que je veux aller. Ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de construire le moment cinétique, si j'arrive à le faire, le moment cinétique de mon solide total, autour de l'axe Z. D'accord? En partant de la définition qu'on a vue dans le chapitre précédent, qui est c'est quoi le moment cinétique d'un point. Et j'additionne les moments cinétiques de tous les petits voxels de mon solide, par additivité du moment cinétique. Oui. C'est toujours M indice P, oui, le P a sauté. Il y a trop d'indices dans cette histoire, mais c'est toujours M indice P. Je t'ai mis là-bas, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est toujours M indice P. Alors, EZ vectoriel HP, oui, bien sûr. EZ vectoriel HP, on va pouvoir le remettre en coordonnées cylindriques. EZ est déjà en coordonnées cylindriques. Et HPP, en fait, vous voyez que ça, en fait, c'est... Or, en fait, je vais le remettre
HPP, c'est tout simplement égal à RP fois ER indice P. Vous êtes d'accord avec ça? C'est des coordonnées cylindriques standards. Je refais le dessin ou c'est bon? Bon, voilà, si vous voulez faire le dessin comme ça, hein. Vous avez P ici, vous avez ER indice P comme ça, et vous avez HP ici, et RP là. On est d'accord là-dessus? Voilà, c'est le ρ des coordonnées cylindriques habituelles. On est au clair là-dessus? Et EZ vectoriel ça va vous donner... pas moins, hein. C'est le θ, hein. C'est EZ vectoriel R, ça donne le θ. Dans le bon sens, d'accord? Et donc on est parti. Donc je vais avoir que mon D3L indice Z de P, d'accord? On va y arriver. C'est égal à, alors, RP, Eθ, indice P. Je suppose que, d'accord? Le tout scalaire, VP, D3M. Mais VP en fait, ça s'exprime selon Eθ, on est d'accord? En fait, ça c'est RP, Eθp, scalaire RP, oméga, Eθp. D3M. On est d'accord là-dessus? Vous vous souvenez, c'est la toute première expression qu'on avait de VP tout à l'heure. C'est la distance à l'axe fois la vitesse angulaire multipliée par Eθ de P. Et là, vous voyez qu'il y a une magie absolument incroyable qui se passe. C'est que les Eθ, pouf, se scalarisent ensemble pour faire un magnifique 1, comme on aime. Et donc ce truc-là, c'est tout simplement RP carré, multiplié par D3M indice P, à chaque fois que je dis indice P, ils sont là, multiplié par oméga. J'ai repermuté, d'accord? Pour une raison très simple, pourquoi je mets le oméga un peu de côté là? Parce qu'effectivement, il est indépendant de P. Comment je fais pour calculer le moment cinétique total de mon solide? Je fais une intégrale triple de ce truc-là sur P appartenant au volume, d'accord? Voilà. Maintenant vous avez compris l'ingrédient secret de ce truc-là, c'est pas dur. Donc, le moment cinétique total du solide, d'accord? C'est égal tout simplement à l'intégrale triple pour P appartenant au solide de RP au cube D3MP fois oméga. Comme oméga est indépendant de P, je vais pouvoir le sortir, d'accord? Donc c'est donc l'intégrale de P appartenant au solide d'un truc très pas beau fois oméga. Alors ce truc est très pas beau, mais vous constatez qu'il ne dépend que de la géométrie du solide et de la façon dont l'axe est positionné par rapport au solide. On est d'accord avec ça? Vous voyez que grosso modo, comme en fait vous avez la distance entre n'importe quel point et l'axe, d'accord, vous avez ça. Vous avez juste la forme du solide et où est-ce que vous avez foutu l'axe de rotation par rapport à ce solide-là. Ce truc-là porte un nom, ça s'appelle le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Z. D'accord? C'est la définition de ce truc-là. On définit. Donc, petite remarque, je vous avais promis les moments en l'un de plus. C'est pas le même. Ok? On définit le moment d'inertie de S par rapport à delta par I delta ou J delta, ça dépend. Vous pouvez l'appeler soit I soit J. Les deux notations existent. En ici, vous l'appelez comment? Vous n'avez pas encore croisé ça, la matrice d'inertie? Vous n'avez pas vu ça encore? Non plus. Non. Moi, je l'appellerais I ou J. Ça dépend, vraiment, ça dépend littéralement de mon humeur. Pour le coup, voilà. S'il y a un point I, je l'appelle J. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est vraiment, faites vraiment ce que vous voulez. I delta, c'est tout simplement l'intégrale triple pour P appartenant au solide de RP carré D3M
où RP carré, c'est la distance entre le point P et l'axe. Voilà. Ça, c'est la distance de P à delta. Oui. Alors, j'arrive sur le truc fonctionnel. D'accord, t'inquiète pas. Et surtout, ce qui m'importe, et c'est la seule chose que vous devez retenir en fait, est le moment cinétique de S par rapport à delta vaut L indice delta est égal à I delta multiplié par oméga tout court. Pardon. Voilà. Ainsi que, si vous en avez besoin, le moment cinétique par rapport à un point O appartenant à Z vaut tout simplement I delta multiplié par grand oméga. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai tout simplement multiplié ça par EZ ou par E delta, comme vous voulez, pour avoir ce truc-là. D'accord? L delta est alors la composante selon Z, selon delta de L0, de L0, pardon. Oui. Non, ça c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie, qui est là. D'accord? Et quand vous avez une rotation autour d'un point, il s'avère que grosso modo un solide va pouvoir tourner autour de plein de trucs différents, et donc c'est un truc qu'on appelle une matrice d'inertie qui est simplement une matrice 3-3 dont les éléments diagonaux sont ça, et les éléments non diagonaux sont les produits mixtes entre les diverses directions. C'est pas beau. C'est pas beau la matrice d'inertie. D'accord? On est au clair là-dessus? Vous voyez comment ça marche? Voilà, c'est pas compliqué. Alors, si ça c'est compliqué, ça ne l'est pas. Vous avez une expression simple du moment cinétique. Donc j'ai créé un truc important. Les intégrales triples, les intégrales volumiques, et donc la définition de I delta comme ça, sont complètement hors programme. D'accord? C'est juste pour que vous compreniez d'où ça vient. Donc pour répondre à la question de Samy tout à l'heure, ou en tout cas les prémices de sa question, vous n'avez à aucun moment à savoir calculer un moment d'inertie. Ils seront toujours fournis. D'accord? Voilà l'idée. Donc, je l'écris en rouge parce que c'est important. En MPSI, on n'a pas à savoir calculer I delta. Ils seront toujours fournis. Néanmoins, parce que en fait, donc c'est la première année que je le fais, celui-là. D'accord? D'habitude, je dis, on définit I delta par ça. Il y a coefficient de proportionnalité entre eux, et voilà. Je trouve que ça manque de fond. Et en particulier, j'ai décidé de le faire cette année pour une raison très simple. C'est que je pense que ça vous évitera la confusion entre le moment cinétique d'un point et le moment cinétique d'un solide, parce que vous voyez d'où ça vient, cette histoire. D'accord? Et donc, je passe un peu plus de temps pour faire ça, pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Et en particulier, pour que ça ait un peu plus de sens, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en calculer un. Comme ça, vous allez voir. Et je vais le faire pour vous, hein, d'accord? Enfin, je vais en calculer un pour vous. D'accord? On va le faire ensemble. Comme ça, vous allez voir comment ça marche, comment ça se construit, comment marche les intégrales triples, et ça répondra à l'intégralité de vos angoisses fonctionnelles depuis le début de cette séance. Oui. Quand vous dites que ce sera toujours fourni, c'est fourni dans l'énoncé. Dans l'énoncé. Ou, Dans l'énoncé sec. C'est donné. Vous n'avez aucun moment d'inertie à connaître. À aucun moment. Voilà. C'est tout. Oui. Par contre, pour les concours, là, on aura les intégrales triples à calculer. Non, à aucun moment. Les intégrales triples sont hors programme de MPSI MP. Donc, voilà. Quand je dis MPSI, c'est en MPSI MP. Enfin, voilà. Non. À aucun moment. D'accord? Donc, ceci est hors programme depuis
depuis, je sais pas, début des années 2000, quoi. Globalement, vous n'allez pas à savoir faire ça. On est d'accord là-dessus? Donc vraiment, pas d'angoisse là-dessus. Pour que ça prenne un peu sens, je vais vous montrer comment ceci se calcule. D'accord? Donc on va faire un cas simple. On va calculer le moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe. Ça vous va? Bon, voilà. Donc cet exemple est donc bien entendu hors programme, mais encore une fois, c'est pour donner corps à ce que je vous raconte. Okay. Calcul du moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe. Vous comprenez quand je dis l'axe d'un cylindre? C'est bon? Donc, grosso modo, je prends un cylindre. Alors, je fais ce calcul-là parce que c'est le plus simple, hein, globalement. Parce qu'on va être en cylindrique naturellement pour raison évidente. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà un cylindre. Magnifique. Quel beau cylindre. Voilà. Vous avez un axe ici qui va être directement Z. On va arrêter de tourner comme il faut. D'accord? Je vais prendre un point P, quelque part, comme ça, qui va donc à une distance RP, et avec un angle θP dans cette histoire, et puis une hauteur CP au passage. Je vais prendre le point O. Alors, je vais prendre O au centre de gravité du cylindre. Donc, quoi que je me fais chier. Non, je vais pas me faire chier, en fait, je vais prendre O. Vous préférez quoi? On prend O tout au milieu ou on prend O tout en bas? Ça change pas grand-chose. Ça change l'intégration. Est-ce qu'on intègre de moins h sur 2 à h sur 2 ou est-ce qu'on intègre de 0h? 0h, d'accord. Donc, on prend O en bas du cylindre. D'accord. Et on désigne par ρ la masse volumique uniforme du cylindre. Donc on se place dans un cas hyper simple, vous avez un cylindre plein de masse volumique uniforme qui tourne autour de son axe de symétrie principale. D'accord? C'est bon là-dessus? Voilà, le cas simple. Oui. C'est θP, RP, enfin c'est les coordonnées. Oui, c'est un point P, c'est le point qui est là. Voilà, c'est celui-là. Enfin, c'est le même dessin que je fais depuis le début, quoi, peut-être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer directement le moment d'inertie. On est d'accord là-dessus? Donc j'ai I delta, donc que je vais appeler IZ directement, puisque l'axe delta c'est l'axe Z. C'est tout simplement l'intégrale triple pour P appartenant au solide de RP au carré facteur de D3V, facteur de ρ D3V. On est au clair là-dessus, c'est bon? Voilà. Alors déjà, est-ce qu'il y a un truc qui ne... alors, et là, on va déployer. D'accord? Donc on va déployer, ça veut dire deux choses. Mes intégrales, je vais commencer à les expliciter. Donc là, vous voyez, je les ai mises un peu séparées. Si vous recopiez en même temps que moi, mettez de l'espace pour pouvoir écrire des choses ici, pour écrire des bornes. D'accord? Donc mes trois intégrales, je vais les déployer un peu et on va faire ça. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de P dans cette histoire? Oui. Rho, effectivement, petite remarque, j'ai oublié le P ici, hein, le D3V, lui dépend a priori de la position du point P. Donc Rho, je vais mettre devant. Déjà, on élimine un problème. RP, en système de coordonnées cylindriques, c'est tout simplement quoi? Alors, je vais garder les indices. Allez, je vais l'appeler R indice P. Celui-là, il reste là, il est au carré, sans aucune forme de problème. Et je vous ai dit que le volume élémentaire, c'était tout simplement la valeur absolue je vais y arriver, du produit des trois composantes du déplacement élémentaire. On est d'accord là-dessus? Donc on y va, déplacement élémentaire, on a encore des cylindriques. Première composante, dr, d'accord? Ok, donc là j'ai un dr qui apparaît. Ça signifie que je vais devoir préciser entre quelles bornes varie R pour décrire tout mon cylindre. R varie entre quoi et quoi ici? Entre 0 et... Alors je vais le mettre là, c'est le premier. Entre 0 et grand R, effectivement, qui serait le rayon du cylindre. On est d'accord là-dessus? Ensuite, je vais avoir une deuxième composante qui est quoi? R dθ.
Et θ va varier comment pour que je décrive tout mon solide? Vous comprenez ce que je fais là? Je prends un point, j'en avais déjà parlé. Imaginez que mon point P soit une bille de peinture, d'accord? Si je fais varier R entre 0 et grand R, je vais faire un segment. Ensuite, si je fais varier θ entre 0 et 2π, je vais faire un disque. D'accord? Plein de peintures. Et ensuite, je vais faire chlouc pour faire le volume complet en Z. Vous commencez à comprendre les trois intégrations? C'est ça dont je parle. Pareil, vous pouvez vous convaincre que l'ordre ne joue pas. Vous pouvez faire d'abord le tour, ensuite par exemple le monter, ce qui vous ferait un espèce de cylindre creux, et ensuite chlouc, étendre votre cylindre creux de 0 jusqu'à grand R. Okay? Vous pouvez faire aussi d'abord R, Z, ce qui vous ferait un rectangle, et ensuite faire tourner ce rectangle autour de l'axe, ce qui vous remplira le cylindre pareil. Okay? θ va donc varier entre quoi et quoi? 0 et 2π. Et la dernière composante, c'est effectivement dz, on se méfie, entre quoi et quoi? Entre 0, de z égale 0 à h. Est-ce que j'ai besoin de mettre la valeur absolue? Autrement dit, est-ce que dans le dr, r dθ, dz, il y a un des termes qui est susceptible de devenir négatif? Ben non, puisque j'ai choisi que r varie de 0 à r, donc dr est positif. Oui. Non, parce que dz est positif. On serait allé de moins h sur 2 à plus h sur 2, mais dz en soi aurait été positif. En fait, vous voyez que le seul truc qui peut être négatif dans cette histoire, ça pourrait être éventuellement r, qui n'est pas un truc qu'on a choisi, mais sauf que r par essence, en coordonnées cylindriques, c'est positif. Donc on n'a pas de problème. Donc en général, il n'y a pas les valeurs absolues dans cette histoire. Ouais. La deuxième borne supérieure de la deuxième. C'est 2π. C'est 2π, on fait un tour complet. On est d'accord? Je sais que mon 2 a pris un petit coup là. Oui, Louis. H c'est la hauteur, donc effectivement, vous avez compris, effectivement, je peux les remettre sur le dessin. H c'est la hauteur complète de votre cylindre, et grand R, c'est son rayon, enfin c'est le rayon de sa base. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bon, ben, ça c'est très cool. Et alors, en fait, il y a, ici vous invoquerez un truc qui s'appelle le théorème de Fubini, c'est que si vous avez une forme comme ça, c'est-à-dire que, alors petite remarque, j'ai mis R indice P, donc il faut que je remette des petits P partout. Hein. Dans cette histoire, puisque c'est R indice P, R indice P, enfin voilà, d'accord, c'est tout ça. Pareil ici, c'est R indice P, θ indice P, Z indice P, c'est les R, θ, Z de mon point P. Oui. Vous avez pas besoin de... Si, c'est... L'attitude dépend du point P. Hein. Tout ça, il y a des indices partout hein, dans cette histoire. Mais en fait, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, ah oui, mais en fait... Donc il y a plusieurs façons de voir le truc. Une intégrale triple, en fait, dans la façon dont on l'écrit, c'est une intégrale qu'on fait dans l'ordre. On fait d'abord, en fait, ça, ce que ça vous raconte, c'est que c'est l'intégrale sur R de tout ça, qui est l'intégrale sur θ de tout ça, qui est l'intégrale sur Z de tout ça. D'accord? Et donc, vous voyez que dans cette intégrale sur Z, bah, en fait, qu'est-ce qui est constant sur cette intégrale-là? Ouais. Tout, en fait, sauf le dz. On est d'accord? Donc, grosso modo, ça, je vais pouvoir l'écrire comme ρ. L'intégrale de R indice P égale 0 à grand R. L'intégrale de θ indice P égale... Alors oui, je vais tricher sur les hauteurs des intégrales pour que vous compreniez comment ça marche. D'accord? Vous voyez ce que je suis en train de faire là? D'accord? Ici, je vais sortir tout ce qui ne dépend pas de Z. Je t'ai vu, Camille. RP carré, DRP, d'ailleurs j'ai même un RP au cube ici, puisque vous voyez que j'ai un RP là, d'accord? RP au cube, DRP, j'ai un dθp ici, et ensuite j'ai l'intégrale de Z égale 0 à H de dz indice P. D'accord? Vous voyez, je fais une espèce d'enchaînement comme ça sans aucune forme de problème. Camille, je t'ai vu. Cette intégrale, elle traduit tout le cylindre? Elle traduit tout le cylindre. Délimité par P. C'est-à-dire quoi, délimité par P? C'est comme ça, le cylindre à l'intérieur. Non, mais P c'est un point, il bouge sur tout le cylindre. Le cylindre c'est le cylindre, c'est un cylindre complet, c'est solide. On est d'accord? Bon, bah c'est pas très compliqué, ça vaut combien ça? L'intégrale de 0 à H. Ça vaut H, on est d'accord? Ça vaut H. Ok? Et je vais pouvoir le sortir. On est d'accord? Et là, vous comprenez vous commencez à avoir la magie du théorème de ce qu'on appelle le théorème de Fubini, c'est qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais l'intégrale selon Z, je la multiplie par l'intégrale selon θ, et je la multiplie par l'intégrale selon R, une fois que j'ai tout bien réorganisé correctement. Bon, on va le faire doucement. Donc là, ici, j'ai donc ρh. Et ensuite, j'ai l'intégrale de RP égale 0 à grand R. Vous voyez que ces trucs-là, je peux les sortir, on est d'accord? Donc je vais avoir RP au cube multiplié par DRP.
Et ensuite, ici, je vais avoir l'intégrale de θ, enfin, je vais l'écrire, hein, l'intégrale de θp égale 0 à 2pi de dθp. Ça, pareil, c'est difficile. Ça fait 2pi, hein, pareil, c'est la primitive de 1, hein, d'accord. Je ne pose pas trop de questions. Vous commencez à voir cette logique des intégrales, en fait. J'attire votre attention là-dessus. Comment vous calculez ça? Si je vous dis, c'est quoi l'intégrale de 0 à 2pi de dθp? Pour vous, c'est quoi la mécanique que vous engrangez dans votre tête pour faire ce calcul-là? Vous faites la primitive de 1. Mais ça, en fait, c'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. Ça, en fait, c'est la somme de toutes les petites variations de θ entre 0 et 2pi. Ben, ça fait 2pi, en fait. D'accord? Θ, il part de 0, il bouge, d'accord? Puis il arrive à 2pi. C'est quoi la variation totale? Ben, c'est 2pi. Voir l'intégrale comme une somme, c'est ça que ça vous raconte, en fait. D'ailleurs, c'est ça qu'on raconte depuis le départ. C'est que c'est une somme. C'est vrai? Oui, c'est l'air d'un rectangle. On découvre l'air d'un rectangle. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Mais en fait, non, il n'y en a même pas besoin. En fait, c'est juste une histoire de point de vue. C'est une histoire de somme. On est d'accord là-dessus. Donc ça va me donner, je vais aller un peu plus vite, 2pi rho h. On est d'accord sur ce 2pi rho h, d'accord? Et la dernière intégrale, ça va me donner quoi? Ah non, on ne peut pas sortir le RPQ, parce que là, il y a RP pour le coup. Mais par contre, vous savez primitiver ça, je suppose, quand même. Ça fait alors c'est non, la bande supérieure c'est ça fait effectivement grand R4 sur 4. D'accord là-dessus? Voilà l'idée. Bon, on y est presque. Donc ça fait que le moment d'inertie, pardon, I indice Z, c'est égal à donc pi pi h. Non, il y a un rho aussi, pardon. Rho pi h, facteur de R4 sur 4. Sur 2, pardon. Or, ça vaut quoi? Rho pi R carré fois H. La section du disque, ouais. H la hauteur. C'est le volume fois la masse volumique, elle était à 1 pixel de réinventer. Oui, c'est bon? Oui, c'est la masse, d'accord? Donc ça, en fait, vous êtes d'accord que c'est la masse totale. D'accord? C'est la base fois la hauteur, ça s'appelle le volume. Programme de troisième, hein, on est d'accord? Volume d'un cylindre. Et donc vous trouvez quelque chose qui est complètement tabulé sur Internet. I delta, c'est tout simplement la masse totale multipliée par le rayon du cylindre au carré, divisé par 2. Oui. Bon, je sais pas, ce que j'ai envie. Tu veux que je mette un petit thème? Oh là là, je vais mettre un petit thème. Donc, vous pouvez gérer sur Internet, c'est tabulé, hein, le moment d'inertie d'un cylindre autour de son axe principal, c'est mr carré sur 2. Voilà l'idée. Si vous changez d'axe, est-ce que vous comprenez également pourquoi, si je change d'axe de rotation, je n'aurai pas le même résultat? À cause du RP carré ici, d'accord? Et d'ailleurs, là, vous voyez que l'intégration, ça va être vachement moins sympa. Parce que globalement, le R, il va être dégueulasse, parce que la distance d'un cylindre, non pas par rapport à son axe, mais par rapport, par exemple, je sais pas, un axe qui serait sur le côté, par exemple, c'est assez horrible, d'accord? Donc on verra lundi un truc qui s'appelle le théorème de Huygens, qui vous permet de calculer les moments d'inertie par rapport à des axes parallèles à un axe qui est facile à calculer, qui passe par le centre. Okay. Donc, encore une fois, cette démonstration est complètement hors programme. Mon but dans cette histoire, c'est de vous faire sentir comment ça fonctionne, d'accord? Et que, globalement, vous voyez comment, en fait, on s'achemine du théorème du moment cinétique pour un point au théorème du moment, enfin, de l'expression du moment cinétique pour un point au moment cinétique pour un solide, et pourquoi c'est pas les mêmes trucs. Et en particulier, pourquoi un truc du type mr carré θ point n'aurait pas de sens. Il y a bien un m, il y a bien un θ point, mais il n'y a pas de r.
On est au clair là-dessus, c'est bon? Je vous laisse partir. Et on se voit demain matin à 8 heures.